Y a-t-il, oui ou non, du pétrole au large de la Guyane? Une question qui revient très régulièrement dans le débat public guyanais. Déjà parce que, et on le sait bien, la question de l'accès aux ressources naturelles ici en Guyane, or et bois notamment, cristallise un certain nombre de désaccords ou de visions différentes du développement de la Guyane. Et puis, autre élément et pas des moindres, la situation très concrète de nos voisins, Brésil, Suriname et un peu plus loin, le Guyana, qui aurait, selon le FMI, une des croissances économiques les plus rapides de la planète grâce à ces gisements de pétrole. Ainsi, le boom pétrolier que l'on constate dans la région du plateau des Guyanes fait dire à de nombreux acteurs ici sur le territoire qu'il serait, je résume, finalement dommage de ne pas en profiter. Dernier exemple en date, le sénateur Georges Passion, début février, qui a demandé au gouvernement, je le cite, quelles mesures pourraient être prises pour que la Guyane puisse exploiter ses richesses au bénéfice de sa population? Et si on en parle ce matin, c'est parce que Manuel Valls, le ministre des Outre-mer, s'est dit favorable à ce que le débat soit réouvert. Alors au-delà des positionnements politiques des uns et des autres, une question simple ce matin: que savons-nous vraiment des richesses potentielles qu'il y aurait au large de la Guyane? Pour en parler et tenter d'y répondre, Francis Perrin est notre invité. Bonjour. Bonjour et merci de votre invitation. Et merci à vous de l'avoir accepté, notre invitation. Francis Perrin, vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, spécialiste des problématiques énergétiques et chercheur associé au Policy Center for the New South. J'aimerais déjà, avant qu'on parle et qu'on revienne sur les déclarations notamment de Manuel Valls, j'aimerais qu'on revienne, Francis Perrin, sur nos connaissances, on va dire nos connaissances réelles. Est-ce qu'on est, question très simple, est-ce qu'on est capable de dire, premièrement, s'il y a bien du pétrole au large de la Guyane, mais surtout si on a assez pour penser qu'une exploitation serait possible? Alors sur le premier point, on peut répondre oui. Le premier point étant, est-ce qu'il y a du pétrole au large de la Guyane? Puisqu'on en a trouvé, il y a quelques années, une société britannique d'ailleurs, faisant de l'exploration au large de la Guyane. Par contre, à l'époque, cette découverte n'a pas permis de mettre en évidence des ressources suffisantes pour que cela puisse déboucher sur un projet pétrolier rentable. Donc votre deuxième question, il n'y a pas de réponse sûre. Il y a eu un échec par le passé de l'exploration. Cela ne veut pas dire que si on reprenait l'exploration, il ne pourrait pas y avoir un succès. Mais on ne peut pas affirmer qu'il y aurait un succès. Cela dit, on ne pourra pas reprendre l'exploration, a priori, puisqu'une loi française votée par le Parlement français à la fin 2017 interdit à l'État français toute attribution de nouveaux permis d'exploration pour le pétrole et le gaz, et cela couvre la métropole, pour aller vite, et l'ensemble de l'outre-mer français. Donc supposons que demain, une société pétrolière, française ou étrangère, exprime son intérêt pour l'exploration en Guyane, au large de la Guyane, en offshore, comme disent les pétroliers, eh bien cette société ne pourrait pas obtenir de permis d'exploration. Donc voilà, pas de réponse sûre, mais on a trouvé du pétrole en Guyane, par le passé, pas assez. Et par ailleurs, il y a l'environnement régional qui est important. Lorsque les géologues pétroliers étudient le potentiel, et je dis bien le potentiel, ce qui ne veut pas dire le réel, le potentiel d'un pays, d'une zone, ils regardent ce pays en lui-même, ce territoire, cette zone, et puis ce qu'il y a autour. Et autour, nous avons donc le Guyana, qui est devenu un pays producteur de pétrole et dont la production explose depuis plusieurs années, le Suriname, qui va devenir un pays producteur exportateur de pétrole normalement en 2028, le Venezuela, qui n'est pas très loin, qui a les plus grosses réserves pétrolières prouvées du monde, et le Brésil, qui n'est pas loin non plus, qui est un gros producteur exportateur de pétrole. Alors tout ceci ne permet pas de dire forcément il y a suffisamment de pétrole au large de la Guyane française, mais c'est un environnement régional qui doit évidemment être pris en compte dans la réflexion. Vous avez commencé à en parler, Francis Perrin, de cette campagne d'exploration de Total. C'était il y a plus de 5 ans maintenant. Il y avait un permis qui avait été accordé pour aller faire des explorations. J'ai retrouvé le communiqué qu'ils avaient envoyé. Total a terminé les opérations de forage du dernier puits d'exploration sur le permis de Guyane maritime. Le puits n'a pas rencontré d'hydrocarbures. Nous sommes au regret de constater que les résultats obtenus ne permettent pas de confirmer le potentiel pétrolier de la zone. Comment est-ce qu'il faut interpréter ça, Francis Perrin? Je sais bien que c'est difficile, mais en gros, est-ce qu'il ne faut voir ça que comme la tentative d'une compagnie qui a échoué, mais que d'autres pourraient trouver des gisements? Ou bien c'est quand même le signe, qu'il y a du pétrole, mais en fait, il n'y en a pas assez? Alors, par rapport à cet historique pour la Guyane, il y a plusieurs années, une compagnie britannique qui s'appelle Tullow Oil,
qui n'est pas un géant pétrolier, c'est pas un BP ou un Shell que tout le monde connaît. C'est une petite compagnie pétrolière, mais ce sont de bons explorateurs. Fait une découverte pétrolière en mer, au large de la Guyane française. Hmm. Et donc, on sait qu'il y a du pétrole, mais la question c'est est-ce qu'il y en a assez, est-ce que c'est rentable? En tout cas, il y en a. Suite à cette découverte, le groupe français Total, qui ne s'appelait pas encore Total Énergie à l'époque, ce sera plus tard, ce sera en 2021, donc Total et le groupe britannique très connu Shell rejoignent Tullow Oil pour faire de l'exploration sur ce permis sur lequel il y a eu une découverte. Et les travaux ultérieurs, et c'est le communiqué de Total auquel vous faites référence, les travaux ultérieurs après cette première découverte n'ont pas été très concluants. Et par conséquent, les sociétés ont abandonné l'exploration. C'est classique dans l'industrie pétrolière. Vous tentez votre chance quelque part, et pour des géants pétroliers comme Shell, comme Total, aujourd'hui Total Énergie, vous tentez votre chance dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs régions du monde. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas ou pas suffisamment. Et quand ça ne marche pas, pas de pétrole ou pas assez de pétrole pour que ce soit rentable, eh bien vous rendez le pétrole à l'État, puisque les compagnies ne sont pas propriétaires d'une partie du territoire, que ce soit la Guyane ou que ce soit n'importe quel coin du monde, cela appartient à un État, en l'occurrence l'État français, qui a attribué des permis, et les compagnies rendent donc ce permis ou ce bloc, cette zone donc sur laquelle ils avaient des droits pour l'exploration, parce que l'exploration n'a pas été suffisamment concluante. Mais donc il y a bien du pétrole, on n'en a pas trouvé assez, mais on ne peut pas dire personne ne pourrait faire mieux. Oui. Mais évidemment, on ne peut pas dire, on est certain que si quelqu'un d'autre venait, il ferait mieux. On est face à un doute, et ce doute, c'est normal, c'est l'exploration. L'exploration, c'est une activité risquée par nature. Quand on fait des forages, le plus souvent, on ne trouve rien. Et de temps en temps, on trouve ou du pétrole, ou du gaz naturel, ou les deux dans le même réservoir. Et quand on trouve quelque chose, encore faut-il voir si on en trouve assez pour que ce soit rentable et si le coût de production n'est pas trop élevé, parce que si le coût de production est très élevé et que le prix du pétrole est bas, eh bien, ça risque de ne pas être rentable. Donc, il y a trois questions. Est-ce qu'il y a du pétrole? Oui, pour la Guyane. Est-ce qu'il y en a assez? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Dans l'historique de l'exploration qui a été faite, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas trouver plus. Est-ce que ce serait rentable? Eh bien, il faudrait continuer l'exploration pour le savoir, mais pour des raisons législatives, loi adoptée par le Parlement fin 2017, aucune société française ou étrangère ne peut obtenir un permis d'exploration au large de la Guyane pour tenter sa chance après ce qui s'est passé il y a plusieurs années, découverte de pétrole, mais découverte insuffisante pour que le projet soit rentable à l'époque. Donc, comment dire ça? Donc, est-ce que c'est déjà arrivé finalement ailleurs dans le monde et dans d'autres zones géographiques qu'à un moment une compagnie dise, ou même d'ailleurs plusieurs, nous on n'a rien trouvé, mais qu'une autre compagnie ou la même d'ailleurs, mais avec une autre zone à explorer, finisse par en trouver? Tout à fait. C'est même assez courant dans l'histoire de l'industrie pétrolière pour plusieurs raisons. D'abord, parfois, on ne trouve pas quelque chose à un endroit que je vais appeler A, par exemple, et dans le même territoire ou le même pays, on trouve quelque chose à un endroit B. Ouais. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Deuxième élément, parfois, au même endroit A, dans mon exemple, une première compagnie ou un premier consortium pétrolier ne trouve rien ou ne trouve pas assez de pétrole, et quelqu'un d'autre vient après, en général pas une semaine après, mais mettons quelques années ou plusieurs années après, avec un autre regard, avec un autre modèle géologique, avec des technologies qui entre-temps ont pu évoluer dans le sens évidemment d'être plus performantes. Toute l'histoire de l'industrie pétrolière, c'est des technologies qui sont toujours plus performantes et qui va trouver quelque chose. Ça, c'est assez courant. Prenons la mer du Nord en Europe. La mer du Nord, aujourd'hui, en termes de production de pétrole, c'est Norvège, Royaume-Uni. Et l'histoire de la mer du Nord commence dans les années 1970. En gros, le milieu des années 70. Donc, ça fait pas mal de temps. Avant le début de cette histoire pétrolière en mer du Nord, des compagnies pétrolières, plusieurs, ont fait plusieurs forages qui ont été tous des échecs. Et il n'y en a pas eu un, deux ou trois, mais un plus grand nombre. Et un jour, une compagnie a fait une découverte rentable, et après une autre, on a fait une autre découverte, et ça a été le début de l'aventure de cette zone pétrolière et gazière, qui est une zone pétrolière et gazière depuis donc 1900, à peu près le milieu des années 70, mais après de nombreux échecs de l'exploration. Donc c'est courant
Ce n'est pas parce qu'une compagnie ou un consortium a échoué que forcément on peut dire on est certain qu'on échouera toujours dans la même zone, dans le même territoire. Oui, et c'est ce que vous dites au final. Le juge de paix, au final, c'est les forages. Tant qu'une compagnie n'est pas allée dans une zone pour savoir s'il y a du pétrole ou non, en fait, on est obligé de parler au conditionnel. Tout à fait. Il faut employer beaucoup le conditionnel dans l'exploration pétrolière et gazière. On fait des études, on fait des scénarios, des géologues extrêmement compétents qui vous disent je pense que dans cette zone, il y a un potentiel qui pourrait être important pour les hydrocarbures, donc pétrole et gaz naturel, mais le meilleur géologue du monde ne peut pas vous garantir qu'en faisant un forage à tel endroit, on trouvera ou pas du pétrole ou du gaz, ou les deux, ou rien du tout. Mais les études géologiques, les études géophysiques permettent, je dirais, d'augmenter la probabilité du succès. Hmm. Ça ne garantit pas le succès. Dans tous les cas, il faut toujours, encore en 2025, faire un trou dans le sous-sol. Cela s'appelle un forage. Ouais, donc du coup, Et pardon, parfois, il ne oui. faut pas en faire un seul, parfois, il faut en faire plusieurs. Oui, oui, raison pour laquelle il faut parler au conditionnel et parler toujours de potentiel plus que de réalité. Là, l'exemple auquel on pense tous évidemment en ce moment, c'est le Groenland avec les ambitions américaines. Absolument. Et donc, à partir de ces ambitions, Donald Trump a dit, je veux acheter le Groenland au Danemark. Et tout le monde se dit, enfin, beaucoup de gens se disent, c'est parce qu'il y a beaucoup de pétrole et du gaz, et vous voyez plein d'articles sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Le Groenland a énormément de pétrole et de gaz, sauf qu'on n'en a pas trouvé. Par contre, les géologues du gouvernement américain estiment que le Groenland a un potentiel pétrolier et gazier important, mais ils ne disent pas. Cela veut forcément dire qu'il y a du pétrole. Oui. Potentiel et réel, ce sont deux mots très différents dans la langue courante comme dans l'activité pétrolière et gazière. Alors pour en revenir à la région qui nous intéresse, Francis Perrin, d'un point de vue scientifique et géologique, on va dire, c'est vrai que ce qui paraît étrange, c'est que quand on regarde la carte de la région, et vous avez commencé à en parler il y a quelques minutes, il y a du pétrole au Guyana, au Suriname, au Brésil, et je parle même pas parce que c'est quand même un petit peu plus loin du Venezuela. Oui. Est-ce que ce serait scientifiquement possible que la Guyane soit une espèce d'îlot, entre guillemets, dans la région, avec, oui, des réserves de pétrole, mais tout simplement moins importantes qu'ailleurs? Ce serait possible ou pas, ça? Alors, vous avez raison d'écarter le Venezuela de l'équation régionale. Pourquoi? Il est bien dans la région, même s'il est un peu plus loin. Mais le Venezuela a d'énormes réserves de pétrole, mais d'un pétrole non conventionnel, pas de très bonne qualité, à terre. Alors que Guyana, Suriname et Brésil ont du pétrole conventionnel en mer, en offshore. Oui. Donc, par rapport à la Guyane, il est effectivement plus logique de raisonner en termes d'analyse régionale par rapport à Guyana, Suriname et bien sûr l'offshore brésilien. Euh, on peut trouver des exemples dans le monde dans lequel, dans une région, on trouve pas mal de pétrole et de gaz, et puis il y a un pays qui n'en trouve pas. Prenons l'Afrique du Nord. Nous avons trois pays importants en termes de pétrole et de gaz. Algérie, Égypte, Libye. Mais nous avons deux autres pays. La Tunisie, un petit peu de pétrole, un petit peu de gaz, mais un petit peu. Le Maroc, quasiment pas. Pas zéro du tout, mais très peu. Et pourtant, c'est la même région, c'est l'Afrique du Nord. C'est le Maghreb. Oui. Donc, alors, le Maroc dit, ça ne veut pas dire forcément que je n'ai pas de pétrole et de gaz, donc je vais continuer l'exploration. Et peut-être que j'ai l'espoir de faire une découverte. Et il y a eu, ces dernières années, une découverte de gaz offshore au Maroc, dans l'offshore atlantique. C'est pas une découverte énorme, mais c'est quand même plus gros que ce qu'on avait découvert avant. Donc, effectivement, dans l'histoire pétrolière, ça n'arrive pas souvent, mais il y a des cas dans lesquels, dans une région, on trouve pas mal de choses. Et puis, dans cette région, il y a un pays, une zone, un territoire où on ne trouve pas grand-chose. Soyons toujours précis sur les termes. On ne peut jamais dire qu'un pays n'a pas de pétrole. On peut dire qu'à ce jour, il n'en a pas trouvé. Et il y a évidemment une différence importante entre les deux. Le Guyana, pendant longtemps, il y avait zéro pétrole. La première découverte remonte à 2015, pas au 19e siècle. Donc pendant longtemps, les pétroliers disaient le Guyana, pas intéressant. Et puis ExxonMobil arrive au 21e siècle, fait de l'exploration sur le permis en mer de Stabroek, permis bien connu dans les pétroliers, puisque c'est un permis d'un potentiel exceptionnel.
Et il fait une première découverte, après des années d'exploration, sans succès, une première découverte en 2015, qui s'appelle Lisa. Après, il en fait 2, 5, 10, 20, 30, et actuellement, on est à 39 découvertes pétrolières. Alors ça, c'est absolument exceptionnel. Il ne faut pas penser qu'on peut reproduire ce modèle-là partout. C'est vraiment quelque chose de rarissime. Mais voilà, on peut avoir dans une région, un pays, une région pétrolière et gazière, un pays qui semble à l'écart et qui se demande bien pourquoi, en disant comment ça se fait que les autres à côté de moi en ont et moi pas. Cela peut arriver. D'ailleurs, vu que vous avez commencé à parler d'histoire et d'historique en matière d'exploration pétrolière, Francis Perrin, comment est-ce que ça se fait que cette zone-là, de manière générale, du plateau des Guyanes, elle ait été explorée si tardivement, entre guillemets? Il y a eu ou pas des tentatives quand même par le passé, ou bien c'est juste que les compagnies regardaient la zone avec peu d'intérêt? Un petit peu les deux, je dirais. La zone n'était pas forcément considérée par l'industrie pétrolière en général comme forcément très intéressante. Il y avait eu un peu d'exploration, Oui. mais qui n'avait pas été couronné de succès. Et puis, il y a un troisième élément à prendre en compte pour expliquer un petit peu le paradoxe derrière votre question. Les grandes compagnies pétrolières sont des compagnies qui sont internationales. Donc, elles sont à peu près partout dans le monde. Pas partout, mais à peu près partout dans le monde où elles pensent qu'il peut y avoir du pétrole et du gaz. Elles sont au Moyen-Orient, qui est une éponge à pétrole et à gaz. C'est là où il y a les plus grosses réserves prouvées mondiales de pétrole et de gaz. Elles sont dans l'ex-URSS. Il y a plein de pétrole et plein de gaz. Elles sont sur le continent africain, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, où il y a beaucoup de pétrole et de gaz. Elles sont sur le continent américain, Amérique du Nord, 3 pays seulement, Canada, États-Unis, Mexique, 3 pays pétroliers et gaziers sur 3, 100% de réussite. L'Amérique du Sud, avec le Venezuela, le Brésil, la Colombie et d'autres, etc. L'Asie, bon, Asie, Europe, c'est moins riche. L'Europe, il y a la mer du Nord, donc principalement Norvège, Royaume-Uni, mais l'Europe est plutôt pauvre en pétrole et en gaz. L'Asie est plutôt pauvre en pétrole et gaz, mais la Chine est un important producteur de pétrole, l'Inde produit du pétrole, l'Indonésie produit du pétrole et du gaz, etc. Donc, il y a du pétrole et du gaz, non pas partout dans le monde, mais en tout cas dans toutes les grandes régions mondiales. Oui. Et ces grandes compagnies, on le montre comme terrain de chasse. En même temps, elles ne peuvent pas explorer partout parce qu'il y a des contraintes financières. Donc, elles vont faire des choix, elles vont regarder une carte du monde, elles vont regarder les différents pays et territoires à l'aune de 3 critères. Est-ce qu'on pense qu'il y a un potentiel pétrolier et gazier important? Oui ou non? Deuxième question, quel est le degré de risque politique? Troisième question, est-ce que ce serait rentable économiquement si on trouvait quelque chose en regardant les lois pétrolières nationales et la réglementation sur le pétrole des différents pays et zones et territoires. Et sur la base de ces 3 critères, elles se disent, on va mettre tel pays en priorité et tel autre, on va le laisser tomber pour l'instant. Je résume finalement ce que vous nous dites depuis tout à l'heure. Pour qu'il y ait une exploitation, et là on parle plus d'exploration, pour qu'il y ait une exploitation, il faut premièrement, évidemment, ça paraît logique qu'il y ait du pétrole, deuxièmement qu'il y en ait assez, et après il faut que ce soit rentable. Absolument. Sur ce point-là, Francis Perrin, qu'est-ce qui va faire qu'un gisement sera rentable et pas un autre, au-delà de ce que vous avez commencé à nous dire sur les législations de tel ou tel pays? Alors, le critère clé, c'est les coûts de production. Oui. Le pétrole est un marché mondial. À un moment donné, là, maintenant, au moment où nous parlons, il y a un prix du pétrole qui va s'imposer dans le monde entier. Il va être à peu près le même pour Londres, New York, Singapour. Il y a quelques différences, je simplifie, mais il y a un marché mondial du pétrole. Oui. Parce que le pétrole, on a dans le monde entier. Donc c'est un marché mondial, c'est pas un marché régional ou national. C'est un marché mondial. Donc, vous connaissez le prix à un moment donné, en tant que compagnie pétrolière. Vous avez des scénarios sur l'évolution du prix du pétrole dans les années qui viennent. Vous pouvez vous tromper, mais vous avez des scénarios. Vous pensez que dans les années qui viennent, le prix du pétrole, prenons le prix du pétrole Brent, mer du Nord Europe, sera, je dis à peu près n'importe quoi, mais c'est juste pour donner une idée, sera par exemple compris entre 60 et 80 dollars par baril. Vous pouvez vous tromper, mais c'est votre vision de l'avenir. Et ensuite, vous regardez les coûts de production du pétrole dans un pays déterminé. Si ce coût est de 20 dollars par baril, et vous pensez que le prix dans les années qui viennent sera entre 60 et 80 dollars par baril, vous vous dites, j'y vais parce que je vais gagner de l'argent.
Si vous pensez que le prix du pétrole dans les années qui viennent sera de 50 dollars par baril et que votre coût de production est de 40 dollars par baril, là, vous allez vous dire, c'est un peu juste ça. Ouais. Peut-être que ce ne sera pas intéressant en termes de rentabilité économique. Donc le point clé, c'est la relation entre le coût de production du pétrole dans le gisement que vous avez découvert et le prix du pétrole actuel, mais aussi et surtout les estimations que vous avez sur le prix du pétrole futur. Parce que quand on exploite un gisement pétrolier, on ne produit pas du pétrole pendant 6 mois. On produit du pétrole pendant au minimum des années et parfois quelques décennies et parfois plusieurs décennies. Ça dépend de la taille des réserves. Donc il ne faut pas, on ne regarde pas seulement le prix du pétrole aujourd'hui, ça c'est pas important pour les pétroliers. C'est ce que l'on pense qui va arriver au prix du pétrole dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années. Et vous comparez vos estimations sur le prix du pétrole et le coût de production du pétrole que vous venez de découvrir. Oui, oui, d'où le besoin de rentabilité finalement dont vous parlez depuis tout à l'heure. Oui. Les compagnies pétrolières sont souvent des compagnies privées. Et oui. ExxonMobil, Shell, BP, Total Energy, Chevron et d'autres sont des compagnies privées. Donc elles ne produisent pas du pétrole pour le plaisir de produire du pétrole. Elles produisent du pétrole pour gagner de l'argent et en général pour en gagner beaucoup. Parce que dans le pétrole, on n'est pas habitué à gagner peu d'argent, mais beaucoup. Donc on ne veut pas une rentabilité de 2% sur votre investissement, parce que sinon on ouvre un livret de caisse d'épargne, c'est beaucoup moins risqué que le pétrole. On veut un taux de rentabilité de 10, 15, 20% sur votre investissement. Et donc, évidemment, voilà, personne dans le pétrole ne va développer un gisement pour le mettre en exploitation s'il pense qu'il ne sera pas rentable, évidemment, ou s'il pense qu'il sera très peu rentable. Il faut qu'il soit rentable, ce qui veut dire dans l'industrie pétrolière, très rentable. Alors là, et pour revenir sur le cas précis de la Guyane, on a commencé à parler de rentabilité, mais vous avez commencé à le dire, il y a cette législation, la loi Hulot, du coup, qui interdit à la France d'accorder des permis d'exploration sur son territoire. Je le disais en introduction, Manuel Valls s'est dit favorable, du coup, à rouvrir le débat sur le sujet. Là encore, et je me répète quand même parce que c'est important de le dire, l'idée de cette interview, c'est pas de dire si il faut le faire ou pas, mais de savoir un petit peu, dans quelle mesure il pourrait y avoir une suite concrète à ces déclarations qui ont été faites. Votre analyse et votre avis, Francis Perrin, est-ce que selon vous, la probabilité qu'on en arrive un jour à avoir une autorisation du gouvernement pour redonner des permis d'exploration, c'est probable ou pas du tout ? Cela me paraît politiquement très peu probable. Pour quelle raison ? Je ne vais pas dire complètement improbable pour laisser évidemment un minimum de doute, mais je pense vraiment très très peu probable. Il est intéressant d'ailleurs que celui qui se soit prononcé pour ouvrir le débat, c'est le ministre des Outre-mer. Parce qu'évidemment, il pense à la Guyane, entre autres, évidemment, puisque là nous parlons de la Guyane. Il sait qu'on a trouvé du pétrole en Guyane il y a plusieurs années, même s'il n'y en avait pas assez. Et il sait qu'on en a trouvé beaucoup au large du Guyana et pas mal au large du Suriname. Et beaucoup dans l'offshore brésilien. Oui. Donc il se dit, ça vaudrait peut-être la peine de réfléchir et de ne pas fermer la discussion. Mais à peine il y a eu cette déclaration que 2 autres responsables gouvernementaux, le ministre de l'Énergie et la ministre de la Transition écologique, sont intervenus très rapidement pour dire, il n'en est pas question. Nous voulons continuer à aller sur la voie de la décarbonation, donc continuer avec la loi de 2017. Cette loi, donc adoptée par le Parlement français fin 2017, dispose que la France veut arrêter toute production de pétrole et de gaz au plus tard en 2040. Nous produisons un peu de pétrole et de gaz en France, très peu, notamment bassin parisien, bassin aquitain. Ça représente en gros 1% du pétrole et du gaz que nous consommons. Oui. Donc la France importe 99% du pétrole et du gaz qu'elle consomme. Donc c'est pas zéro, mais c'est presque zéro. Donc ça, on veut arrêter au plus tard en 2040. Et la loi ajoute que pour aller dans le sens de cette fin du pétrole et du gaz en France à l'horizon 2040, eh bien on va dès maintenant, dès l'adoption de la loi, arrêter de délivrer de nouveaux permis d'exploration. Cette loi a été votée très largement au Parlement français à l'époque. Depuis, à l'exception de la déclaration du ministre des Outre-mer, on a eu très peu de déclarations d'hommes politiques de premier plan qui se sont prononcés pour la réouverture du débat. Parmi les partis politiques sur l'échiquier politique français,
de la droite, gauche, centre, extrême droite, extrême gauche, il y a très peu de gens qui s'expriment pour dire qu'il faudrait revenir sur la loi de 2017. Oui, il me semble qu'il n'y a que le Rassemblement national sur cette question qui s'est prononcé en faveur. C'est effectivement plus du côté droite, extrême droite, qu'on a parfois des déclarations un peu différentes, Ouais. un son de cloche un peu différent, pour dire qu'il ne faudrait pas forcément fermer la porte par rapport à ça. Mais je pense que dans l'ensemble, quand on regarde toute la classe politique française, je vois mal comment on pourrait trouver actuellement et dans les années qui viennent une majorité au Parlement, soit pour abroger la loi de 2017, soit pour l'amender dans le sens de permettre l'exploration en France à nouveau, et peut-être l'exploration dans certaines zones, comme au large de la Guyane ou ailleurs. Je ne crois pas que politiquement ce soit quelque chose qui soit possible dans l'état de la situation politique française actuellement et dans les années qui viennent. Oui, donc à vos yeux, vraiment, l'éventualité que la France revienne sur la loi Hulot, c'est quasiment impossible. Cela me paraît vraiment une probabilité très, très, très faible. Dernière question, j'aimerais pour terminer, Francis Perrin, et pour ouvrir un petit peu le débat, qu'on regarde ce qui se passe chez nos voisins, parce que l'argument qui revient tout le temps ici en Guyane, c'est de dire, allons, évidemment, s'il y a du pétrole et s'il y en a assez, allons exploiter les ressources pour que la Guyane en tire de l'argent pour booster l'économie. C'est d'ailleurs ce qu'a mis en avant le sénateur Passion il y a quelques jours. Hein, les retombées économiques du pétrole pourraient, c'est ce qu'il avait dit, profiter en fait à la population et aux collectivités. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe ailleurs, et là je pense évidemment à nos voisins du Suriname et du Guyana, est-ce que Francis Perrin, est-ce qu'on arrive à savoir si oui ou non l'argent du pétrole profite de manière massive à la population ? Le pétrole, c'est une grande richesse. Ça, c'est indiscutable. Ensuite, quand on a dit ça, on n'a pas réglé le débat. La question, c'est comment on gère la richesse pétrolière. On peut la gérer bien, très bien. On peut la gérer mal, très mal. Et là, c'est une responsabilité politique. C'est des autorités politiques. Ouais. Nous parlions du Venezuela tout à l'heure, qui n'est quand même pas très loin. C'est une catastrophe. Ce pays a les plus grosses réserves pétrolières prouvées du monde, devant même celle de l'Arabie Saoudite, et le pays qui devrait être un pays riche est un pays pauvre, très pauvre et de plus en plus pauvre. C'est pas la faute du pétrole, c'est la faute de la politique. Autre exemple complètement différent, la Norvège. Est-ce que les Norvégiens sont tristes d'avoir du pétrole et du gaz en mer du Nord? Pas du tout. Ils sont plus riches que l'Union européenne. Et le pétrole et le gaz a contribué à transformer ce pays dans un sens favorable à la population et même aux générations futures, puisqu'il y a un fonds norvégien, un fonds souverain pour les générations futures. Donc le pétrole, c'est une richesse, mais tout dépend comment cette richesse est exploitée. Et ça renvoie beaucoup à des responsabilités politiques. Le Suriname, on ne le sait pas encore parce que l'exploitation n'a pas encore commencé. On est à une phase de développement. L'exploitation, c'est 2028. Le Guyana, on a un petit peu plus de recul. La production pétrolière a commencé fin 2019. Et on voit que ce pays a un taux de croissance économique, vous l'évoquiez tout à l'heure, en parlant du FMI, qui bat à peu près tous les records du monde. Certaines années, le Guyana a eu un taux de croissance économique de son produit intérieur brut, donc taux de croissance économique, qui a parfois dépassé 40%, et même, il y a quelques années, 60%, record mondial. Ouais. Alors, croissance économique, là, on ne veut pas forcément dire bonheur national. Mais le Guyana, les autorités du Guyana, le gouvernement actuel, estiment que le pétrole et le gaz sont une chance pour ce pays, qui était un pays pauvre, à peu près 800 000 habitants, qui a un développement actuellement très rapide, et il y a beaucoup d'argent qui tombe dans les caisses de l'État du Guyana pour développer des infrastructures, pour augmenter les retraites, pour augmenter les salaires des fonctionnaires, pour construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des infrastructures. Donc manifestement, ils n'ont pas l'air désolés qu'il y ait beaucoup de pétrole, et également du gaz, mais en tout cas beaucoup de pétrole, sur ce fameux permis de Stabroek, exploité par ExxonMobil au large des côtes de ce pays. Mais vraiment, la question, c'est comment on gère la richesse générée par le pétrole. Oui, et ça, pour le coup, on ne pourra le voir que sur le long terme. Absolument. Merci beaucoup, Francis Perrin, d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, directeur de recherche à l'IRIS et spécialiste des problématiques énergétiques. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup de vos questions. À vous aussi, au revoir.